À la une ce soir, allons-nous vers un fiasco électoral? Près de 40% des Guadeloupéens seraient totalement indifférents aux élections législatives. Un scrutin pourtant déterminant pour l'avenir. Nous tenterons de comprendre les raisons de ce désintérêt dans la première et deuxième circonscription. Et un peu plus d'un tiers de familles monoparentales en Guadeloupe, fuite des jeunes dans l'Hexagone. C'est ce que révèle la dernière étude de l'INSEE sur la famille en Guadeloupe. Résumé et analyse de Linda Kayarsi dans ce journal sur le nouveau visage de la structure familiale. Et la biodiversité de notre archipel était célébrée aujourd'hui. À l'occasion de la Journée mondiale des océans, plusieurs acteurs ont honoré cette journée en lançant des programmes de sensibilisation au milieu naturel, le projet Cayoli au port autonome et des activités pédagogiques dans plusieurs collèges. Et l'équipe de tournage du film minuscule La Vallée des Fourmis perdues a choisi la Guadeloupe pour réaliser une deuxième édition, Les Mandibules du bout du monde. Rencontre avec toute l'équipe sur l'un des lieux mythiques du tournage, la cascade aux écrevisses à Petit-Bois. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Les candidats aux élections législatives sont-ils mauvais? Les enjeux bien trop lointains? Les électeurs guadeloupéens semblent vouloir se détourner des élections législatives de samedi prochain. Selon un sondage réalisé par l'Institut Calistat pour nos confrères du service public, près de 40% d'entre eux se disent indifférents à ce scrutin. À ATV Guadeloupe, nous avons souhaité, comme à l'accoutumée, vous donner la parole. Les législatives vous intéressent-elles? Avez-vous l'intention d'aller voter? Patrick Curie et Moïse Dexter sont allés au cœur des deux principales villes de la première circonscription. Pour comprendre, on regarde. Élection législative, c'est nous avons délégués en député pour aller à l'Assemblée nationale pour représenter nous, pour défendre non seulement la première circonscription, mais toute la Guadeloupe, à toute matière. Nous sommes le candidat. Alors que savez que canal le mais nous avons fait premier. Parce qu'il faut un projet, ou pas à l'Assemblée nationale pour dormir. Parce que dans le député, il n'y a pas représenté à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de choix et puis moi j'habite quelque part d'assez reculé, donc j'ai rien entendu près de chez moi. D'habitude, on entend pour les candidats qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire, mais en l'occurrence maintenant je ne sais pas quoi voter, donc je préfère voter blanc. Je n'ai pas encore fait mon choix parce que pour l'instant je ne vois pas lequel qui peut faire avancer certaines choses. Il y a toujours des choses cachées qu'on ne sait pas et que le public n'est pas au courant et qu'on vote. Et par là, si on constate que cette personne qu'on a votée n'est pas sérieuse à laquelle, on est un peu déçu par la suite. Il faut dire au public exactement ce qui est caché pour éventuellement on puisse avoir une opinion positive de la personne. Moi, je ne sais pas encore lequel que je dois voter pour eux, mais parce que je trouve qu'il y a tout. Si on vote pour un candidat, c'est pour qu'il puisse nous aider à demain, mais là, c'est simple. Le candidat à trouver. Et puis, de toute façon, le choix, moi, j'ai fait. C'est simple, longtemps qu'à ce pour les moins. Sincèrement, je connais l'importance pour les législatives, mais au niveau des choix, pas vraiment. Pour vous dire en toute franchise, je ne suis pas trop cette partie des élections. Donc, j'irai voter. C'est peut-être, on va dire hypocrite, j'irai voter, mais je ne connais pas les candidats, je ne sais pas leur programme. Enfin, bon, mes parents en parlent apparemment, il y en a plein. Mais franchement, je ne sais pas encore qui voter. Je vais essayer de suivre les informations quelques jours avant, je verrai bien. Mais après, selon les programmes et tout, au moins je ferai mon devoir de citoyen. Mais je donne une force. Je donne une force, voilà. Ils vont représenter la Guadeloupe. Quel que soit, dès qu'il fait son travail, c'est l'essentiel. Et nous étions curieux de connaître également l'avis des habitants du Gosier et du Moule, les deux principales villes de la deuxième circonscription. Je voulais faire un bon bulletin pour la Guadeloupe. Pour commune. Si on a un député, c'est pour toute la Guadeloupe. C'est pour toute commune, quelle que soit la commune, si c'est Moule, Saint-François, les pays députés peuvent desservir toutes ces communes-là. Je trouve qu'il y a un peu trop de candidats et que les intentions ne sont pas claires forcément pour moi. Donc on ne sait pas trop qui est de quel bord, enfin c'est pas très précis. Je ne veux pas juger de leur sincérité, je pense que tous ont une bonne motivation pour pouvoir aider la population.
Maintenant, je ne connais pas tous les programmes en particulier de chaque candidat, toutes leurs actions. Donc c'est pour ça que je ne vais pas me permettre de m'avancer, de juger, à savoir s'ils sont sincères ou pas. Moi, je peux pas, on ne peut pas avoir 4 postes à pouvoir et avoir 82 candidats. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quand on va voter, vous avez une liste qui a à peu près une dizaine, une vingtaine, on sait quoi choisir. Alors si moi je n'ai pas le temps pour aller écouter un petit peu les informations dans la rue, alors moi je ne sais plus comment voter. Je suis très surprise de la multitude de candidats qu'il y a. Ça va être dur de faire un choix, même si d'ores et déjà on peut être déjà attiré par certains déjà candidats qu'on connaît déjà, qui font déjà partie de la scène politique, mais aussi les nouveaux venus qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'il faudra bien s'attarder à bien décortiquer un petit peu les programmes et à voir lesquels correspondent à nos valeurs. Je trouve que cette année, il y a beaucoup de candidats, à savoir qu'est-ce que ça va nous rapporter exactement pour la Guadeloupe. Ça, c'est une autre question. Moi, personnellement, samedi, je pense faire émarger ma carte, je pense comme beaucoup, mais pas forcément me fier au projet d'un candidat en particulier. Je vous avoue que je n'ai pas suivi les élections du tout, je n'ai pas suivi les débats qui ont été faits. Voilà quoi, j'attends. Peut-être au deuxième tour, je vais déjà choisir mon candidat ou pas. Et autre enjeu, l'avenir de la structure familiale guadeloupéenne. Selon la dernière étude de l'INSEE datant du 12 mai dernier, la démographie guadeloupéenne connaît un ralentissement ces dernières années. Les jeunes sont moins nombreux, la structure familiale se modifie avec une prédominance des familles monoparentales. Résumé et analyse de Linda Kayarsi. Ces 10 dernières années, la structure familiale guadeloupéenne s'est fortement modifiée. Les familles monoparentales continuent d'augmenter et sont un peu plus nombreuses que les familles nucléaires. Elles représentent 39% de l'ensemble des familles. Pointe-à-Pitre et Basse-Terre sont les 2 communes de Guadeloupe où les taux de familles monoparentales sont les plus élevés, respectivement 60% et 57%. Concernant le nombre d'enfants au sein des familles monoparentales, il diminue. En 1999, la moitié de ces familles n'a qu'un seul enfant. Elles sont près de 6 sur 10 en 2013. De plus, l'image type de la famille monoparentale en Guadeloupe se résume à une femme seule avec un enfant. Seuls 42% des chefs de famille monoparentales sont en emploi. 3 sur 10 sont au chômage et autant sont inactifs. Les femmes sont moins nombreuses à exercer une activité. Chez les hommes, la moitié travaille. La monoparentalité reste donc primordiale et les unions peu courantes. Dans le reste de l'actualité, ce jeudi était la journée mondiale des océans. À cette date symbolique, le port de la Guadeloupe, l'un des acteurs clés du développement du territoire, a souhaité marquer un acte fort en faveur de la préservation des milieux marins. Il a signé avec le rectorat une convention cadre pour mettre en place un vaste projet de gestion des espaces naturels baptisé Kayoli. Il comprend des actions de sensibilisation auprès des jeunes générations. La suite avec Karen Diamin et Linda Kayarsi. En lançant son plan de gestion des espaces naturels, Kayoli en 2016, Guadeloupe Port Caraïbes est passé à la gestion active de ces espaces naturels maritimes et terrestres pour les 15 prochaines années. Kayoli, c'est un projet de reconquête de la biodiversité du petit cul-de-sac marin dans la circonscription du port. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 milieux naturels très emblématiques, les récifs, les îlets et la mangrove, pour lesquels on se donne les moyens de les remettre en bon état de santé, parce qu'on est dans un environnement qui s'est beaucoup dégradé ces dernières années. Et pour donner davantage de visibilité à la préservation des milieux marins et côtiers de la Guadeloupe, un concours a été organisé. 5 classes ont participé à ce concours artistique. Une convention a également été signée avec le rectorat. Et donc on a proposé, avec le recteur, de créer des supports pédagogiques qui permettent d'illustrer ce qu'est la biodiversité de la Guadeloupe, quels sont ses enjeux, comment c'est un patrimoine, comment c'est aussi un formidable vecteur de développement économique. Puis la deuxième partie de la convention, c'est de dire, on a été très heureux de faire la remise des prix aujourd'hui, Journée mondiale des océans, avec le concours Kayoli Junior. On ne peut pas en rester là. Il faut que maintenant, chaque nouvelle journée mondiale de l'océan, on fasse quelque chose avec les jeunes pour les aider à continuer à se saisir des opportunités de développement de l'environnement marin autour du port. L'occasion pour le port de rappeler l'importance des océans, l'enjeu de leur gestion durable et l'impact des activités humaines.
Et c'est le collège Félix Éboué de Petit-Bourg qui est sorti grand gagnant de ce concours organisé par le port autonome de la Guadeloupe. Et cette journée des océans était aussi célébrée en Martinique. Au programme, challenge sportif avec des gommiers, expositions, des activités organisées par la municipalité de Fort-de-France et l'Office de tourisme. Reportage Louis Sabas. Au bout de la corde, un pneu qui semble avoir passé quelques années sous la surface. Il est tiré hors de l'eau par deux jeunes de la mission locale du centre de la Martinique qui participent pour la première fois à la journée mondiale des océans. Même si ce n'est pas grand-chose, le fait de retirer les ordures hors de la mer, ça nous aide à protéger notre environnement. L'opération de nettoyage se déroule dans la baie des Flamands à Fort-de-France. Des plongeurs ratissent les fonds marins afin de récupérer les déchets immergés. Mais dans cette opération de sauvegarde des océans, pas question de toucher à tout et n'importe quoi. La priorité est donnée à la vie aquatique. Les pneus qu'on retrouve, ils sont déjà habités par des coraux, par des poissons qui vivent là-dedans. Donc on ne va pas les foutre dehors. On ne les déshabitue pas à leur environnement. Ça crée une flore correctement établie. Des jeunes de l'école élémentaire Émilie Fordan ont fait le déplacement. Ils suivent avec attention les explications d'Olivier. C'est plus le plastique qu'on retrouve, ce déchet, que même si on arrête de produire actuellement, il y en aura toujours autant. Faune et flore aquatique, déchets, épaves ou recyclage, il espère toucher la fibre écologique de ces jeunes. Il est important de sensibiliser la génération à venir, les jeunes, sur l'importance et la durée de vie de ces déchets-là, justement. Par exemple, l'exemple d'une bouteille, vous imaginez, vous jetez une bouteille à l'eau, vos enfants la verront, les enfants de vos enfants verront la. Ainsi de suite, sur toute une génération, plein de générations verront ce déchet-là. Donc l'important de sensibiliser la population, les acteurs, sur tout ça, sur l'importance de trier ces déchets-là et de les recycler, puisque de leur redonner vie. L'action menée dans le cadre de cette journée mondiale des océans démontre la volonté de la municipalité foyalaise et de ses partenaires de valoriser et sensibiliser le public sur une baie classée parmi les plus belles au monde. On a quand même une biodiversité remarquable dans la baie et surtout endémique. Donc déjà valoriser cette biodiversité, réduire aussi les pollutions puisqu'on a quand même beaucoup de manifestations, beaucoup d'usagers. Quand on a une baie qui est polluée, bon, ça n'attire pas trop les touristes, c'est économique en termes de déchets. Mais c'est ça, sensibiliser justement à ne pas jeter, il y a quand même des poubelles à disposition, ne pas polluer la baie, valoriser ce qui nous appartient, notre patrimoine, et aussi valoriser cette plus belle baie du monde. Des activités nautiques comme du kayak ou du gommi ont ponctué cette animation ouverte au grand public pour fêter dignement cette journée dédiée aux océans qui recouvre les 3/4 de la surface du globe. Et comment sensibiliser les jeunes générations à cette problématique avec pédagogie et divertissement? Nous allons le voir ce soir avec notre invitée, Annick Solvar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la principale du collège Front de Mer de Pointe-à-Pitre. Votre établissement célébrera demain la journée mondiale de l'environnement. Il est vraiment question d'environnement en ce moment. Il sera question pour vous, en revanche, de planter des arbres et d'autres activités pédagogiques. Pouvez-vous nous parler de cette journée que vous avez l'intention de mettre en place? Alors cette manifestation se réalise dans le cadre effectivement de la journée de l'environnement, mais c'est un travail de toute l'année scolaire, puisque dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires qui ont été mis en œuvre cette année, le projet était de travailler sur l'espace, l'environnement de notre établissement. Il faut savoir que le collège Front de Mer s'étend sur 2,5 hectares environ, et que nous avons beaucoup d'espaces verts, et il fallait responsabiliser les élèves, leur faire prendre conscience de cet environnement qui est entouré dans un quartier où le béton prime, et donc il y avait un travail sur l'amélioration de l'établissement, et ils ont travaillé sur le thème de jardin et aussi des arbres qui avaient dans l'établissement. Alors il faut savoir aussi que ce projet se rejoint celui du Club Sor-Optimiste de Pointe-à-Pitre qui, dans son projet, est aussi la protection de la planète et de l'environnement. Et dans le cadre de cette journée de l'environnement, leur projet était de planter un arbre, donc dans le milieu urbain.
Et notre établissement était le lieu tout trouvé pour pouvoir planter cet arbre. Dans certains pays comme le Maroc, par exemple, des programmes de sensibilisation à l'environnement sont intégrés au cursus scolaire, comme des modules sur la sauvegarde du littoral, l'amélioration de la qualité de l'air, la compensation carbone volontaire. C'est quand même incroyable d'avoir ça dans son cursus scolaire. On sait que ça existe déjà dans certains établissements. Ça dépend de la volonté du directeur d'établissement. Est-ce que la Guadeloupe ne gagnerait pas à finalement aller beaucoup plus loin concernant ces programmes spécifiques ? Alors, ce programme existe dans toutes les disciplines, pour tous les établissements. C'est vrai que ça demande un investissement de chaque enseignant et de chaque établissement et le projet. Nous, au Collège Front de Mer, on travaille beaucoup sur l'environnement. Donc, nous mettons en avant tout ce qui y a trait à la protection de cet environnement et de former des futurs citoyens, puisque la planète mérite d'être protégée. Mais ce sont des programmes qui existent. Mais ça dépend aussi de la... Sont-ils suffisants ? Est-ce que finalement les jeunes Guadeloupéens sont conscients des problématiques liées à la protection de l'environnement ? Alors, peut-être pas tous les jeunes Guadeloupéens, mais à un moment de leur cursus scolaire, ils ont vu cet aspect, ils ont développé cet aspect et on essaie de les responsabiliser là-dessus. Au-delà de voir, est-ce que ça porte des fruits ? Oui, ça porte des fruits puisque ils en parlent aux parents et on arrive petit à petit à faire évoluer les mentalités, changer les comportements. C'est vrai que sur l'ensemble, on a tendance à dire on ne voit pas les effets immédiats, mais il y a beaucoup quand même de travail. On a vu les exemples sur la biodiversité, sur l'espace océanique et sur l'environnement. En tous les cas, nous, les élèves, à partir du moment qu'ils sont en contact avec la Terre, ils sont contents et ils en demandent d'autres. Je parlais justement tout à l'heure de pédagogie et de divertissement, puisqu'il s'agit d'informer et en même temps de façon ludique. Comment réussissez-vous à capter leur attention ? Alors, c'est un travail, surtout l'aspect pratique. Il faut dire que nous avons un jardin créole. Il y a des heures où les élèves vont dans le jardin, ils vont travailler avec le jardinier qui nous accompagne, l'enseignant. Il y a l'aspect théorique aussi qui est vu avec la salle informatique. On va chercher des informations sur les plantes. Par exemple, nous allons planter un moringa. La particularité de cette plante, pourquoi le choix de cette plante ? Là, c'est un travail qui a été fait en concertation avec les élèves sur leurs recherches et ils ont présenté. Il y a certains élèves qui ont présenté, puisque les élèves de 3e devraient présenter à l'oral un sujet. Il y a des élèves qui ont présenté le sujet sur cet aspect de leur travail. Il y a aussi la transformation du produit. Et comme nous avons la chance d'avoir un plateau technique de la SECPAR chez nous, l'enseignement adapté, nos élèves ont pu travailler sur la transformation, savoir comment on utilise les huiles, etc. Donc il y a un travail qui se fait. C'est l'aspect pratique qui les intéresse et qui arrive à captiver l'attention. Annick Solvart, on a bien compris, il s'agit de l'aboutissement d'un an de travail. Est-ce que vous avez l'intention pour la rentrée prochaine d'aller beaucoup plus loin concernant ces programmes ? Je l'espère, puisque les enseignants, les enseignants ont une certaine liberté pédagogique là-dessus. Les enseignants qui ont lancé ce travail, c'est le français, les maths, l'histoire géo et l'enseignement professionnel. Je pense qu'ils continueront puisqu'ils ont l'intention de travailler sur les arbres dépollueurs. Merci Annick Solvart d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec moi. Autre sujet, une page sport maintenant. Ce soir, les deux équipes réunionnaises de handball ont affronté en finale celle de la Martinique et de la Guadeloupe. Le vainqueur jouera les finales du championnat de France le samedi 10 juin, ce samedi, contre les équipes de l'Hexagone. On regarde le reportage d'Éric Dupuis. Avant l'entraînement, leur rituel, c'est la marche. D'un même pas, plus soudé que jamais, l'équipe se recentre et se dégourdit les jambes en douceur pendant 5 minutes. Une marque de fabrique bien à elle qu'elle pratique à chaque grande occasion. C'est un moment de détente relative avant le match. C'est un moment où le collectif et chaque joueuse profite pour se réoxygéner l'esprit et évacuer la pression liée à l'enjeu du match. Car ce soir, l'enjeu est important. C'est la 15e année que les Guadeloupéennes arrivent en finale, mais elles ne l'ont remporté qu'une seule fois. Et l'équipe réunionnaise, la capitaine, la connaît très bien, puisque les intrépides les ont affrontées de nombreuses fois dans ce tournoi, mais ces rencontres se sont soldées en défaite.
Elles ont un niveau assez élevé, donc elles nous poussent toujours au retranchement. On est toujours obligé d'aller au-delà. Mais là, la finale, une finale, c'est pas un match, il faut gagner. On ne fait pas de cadeau parce qu'on ne nous a pas fait de cadeau jusqu'à maintenant. Ok ? 18h, place au match qui démarre en trombe. Les intrépides prennent la tête avant de se faire devancer in extremis à la fin de la première mi-temps. Côté supporters, ils sont très peu nombreux et sont tous reliés de près au club. Il n'y a pas beaucoup de supporters, on dira, qui ont fait le déplacement de la région parisienne. Donc nous, on est là et on sera là jusqu'au bout. Deuxième mi-temps très serré, les Réunionnaises parviennent à dominer dans les 5 dernières minutes avant un retournement de situation. Les Guadeloupéennes changent la donne à seulement quelques secondes du coup de sifflet. Elles finissent par l'emporter sur un penalty. Le score 30-29, une victoire aux allures de revendication. On avait à cœur de gagner cette finale pour montrer à tout le monde qu'on n'était pas venu ici en touriste, comme on l'a entendu malheureusement dans les tribunes. Et on a prouvé ce soir avec tout le monde avec notre titre qu'on est bonne et voilà. Les intrépides sont donc sacrées championnes de France de l'outre-mer. Samedi, elles affronteront l'équipe féminine de Bouillargues pour glaner le titre de championne de France en National 1 pour la première fois. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous irons sur le tournage de l'une des scènes mythiques du film Minuscule réalisé à la Cascade aux Écrevisses. Et puis nous irons en Guyane où a eu lieu la 4e édition du concours Jeune historien guyanais. Après le succès du premier opus Minuscule, La vallée des fourmis perdues, l'équipe de tournage reprend la route pour réaliser cette fois un deuxième film, Minuscule, Les mandibules du bout du monde. En partenariat avec la région Guadeloupe et les parcs nationaux de France, la société de production a choisi la Guadeloupe pour ses décors paradisiaques afin de réaliser ce film. Karen Diamin s'est rendue sur le tournage de l'une de ces scènes réalisées à la Cascade aux Écrevisses à Petit-Bourg. Avec 1,5 million d'entrées au box-office, le film d'animation Minuscule, La vallée des fourmis perdues, a reçu le César du meilleur film d'animation. 5 ans après ce succès, l'équipe de tournage a choisi la Guadeloupe pour produire la suite du premier opus. C'est pas un film que d'animation, comme vous pouvez le voir, parce que c'est un film qui est assez original. On mélange des prises de vue réelles dans les vrais décors, et ensuite on intègre des personnages qui sont effectivement des insectes principalement en animation. Et en fait, Minuscule à la base c'est une série télé qui est passée sur France 2. Il y a eu 3 saisons. Ensuite il y a eu un long métrage qui a été fait il y a 5 ans, qui est sorti en salle. Et là on est en train de faire le numéro 2. Donc en Guadeloupe. Alors pourquoi la Guadeloupe? Parce que tout simplement les réalisateurs viennent ici depuis des années, voire des dizaines d'années, adorent cet endroit et ont toujours rêvé de faire un film ici. Le temps d'une journée, la Cascade aux Écrevisses a partagé ses paysages majestueux et sa biodiversité des plus riches. Déjà, l'équipe de Minuscule, c'est une équipe qui est très respectueuse de l'environnement. Elle a déjà tourné dans les parcs nationaux, donc elle connaît notre souci de protection de l'environnement. Et ils sont là aussi pour justement mettre en valeur les petites bêtes de cet environnement. Donc ils travaillent vraiment en collaboration avec nous pour ne rien abîmer. Donc nous on était là pour respecter, puisque évidemment on est quand même dans des décors, ils rajoutent certaines plantes, mais donc on était là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de prélèvement en cœur, que la naturalité aussi, les espèces choisies respectent le cadre du parc national et également qui n'abîme pas la végétation déjà existante. Si la beauté de la Cascade aux Écrevisses a su séduire le réalisateur, d'autres paysages guadeloupéens seront utilisés pour ce second opus. On va avoir plein de facettes de la Guadeloupe puisqu'on va on tourne beaucoup sur Basse-Terre pour la partie végétation tropicale, forêt. Donc là on va tourner à Dolé, on va tourner à la Soufrière, on va tourner à la falaise des Lézards, près de Bouillante, et ici. Et ensuite, on va avoir toute une partie du tournage sur l'île des Saintes, pour être plus du côté de la mer, et on va finir par Marie-Galante. Il faudra attendre l'hiver 2018 pour apprécier la réalisation finale de Thomas Zabo et d'Hélène Giraud, qui s'intitulera Minuscule 2, Les mandibules du bout du monde, un clin d'œil à la Guadeloupe. Et on tourne maintenant une page d'histoire en Guyane. La 4e édition du concours Jeune historien guyanais a brassé plus de 1200 participants. Écoliers, collégiens, lycéens, universitaires et même enseignants ont planché cette année sur la question des abolitions de l'esclavage de 1794 et de 1848. La cérémonie de remise des prix s'est tenue ce matin, un événement suivi par Charlotte Fleury.
L'ambiance est à son comble dans la salle du Zéphyr. Les participants du concours Jeunes Historiens Guyanais sont prêts à recevoir leur prix. 400 lors de la première édition il y a 4 ans, ils sont désormais plus de 1200. Mais quel est donc l'objectif de ce concours ? C'est de sensibiliser à l'histoire de Guyane. C'est de fournir des documents aux enseignants pour qu'ils puissent travailler ces questions avec leurs élèves, de façon à ce que beaucoup de ces questions soient maintenant comprises naturellement dans les programmes. Le thème choisi cette année était les abolitions de l'esclavage en Guyane de 1794 et 1848. Les participants pouvaient choisir de s'inscrire individuellement et donc de passer une épreuve écrite ou en groupe et réaliser un dossier sous le format de leur choix. Notre objectif est une année sur 2 de faire un thème qui corresponde à l'histoire de l'esclavage. Donc il y a 2 ans, nous avions fait les résistances à l'esclavage. L'an dernier, nous avions fait la Guyane au lendemain de l'abolition de 1848 à 1946. Et cette année, nous avons décidé de faire les abolitions. Parmi les élèves lauréats, il y a 2 groupes de seconde du lycée Lama-Prévost. Pour ce concours, ils ont choisi de remonter dans le temps à travers un court-métrage de 5 minutes. On avait choisi le rétablissement de l'esclavage et l'abolition. Donc en fait, on avait fait tout on a tout fait dans un seul court-métrage pour bien montrer que c'est un moment ça s'est arrêté et que ça a repris. Et voilà. On a tourné La vie de libre aussi pour montrer qu'ils étaient quand même contents, ils étaient libres un moment. On a eu la chance de faire premier, donc on peut remercier le jury de nous avoir sélectionnés. Et voilà, et j'espère que l'année prochaine on aura l'opportunité, s'il le faut, de recommencer. Cet enseignant juge utile de faire connaître l'histoire et la culture guyanaise à ses élèves. Ainsi, il les fait participer à ce concours depuis 4 ans. Et cette année, ils ont remporté 2 prix. On change de contexte, on change de cadre et on parle d'une histoire, d'une évolution du département par rapport aux abolitions de l'esclavage. Les élèves sont motivés. Depuis 5 ans où je participe au concours du jeune historien, à chaque fois, il y a une motivation de la part des élèves. Toutes les notions retenues sont acquises. Donc, et aujourd'hui, on peut reparler de ce qu'on a fait en classe. Ils l'ont retenu. Ils peuvent le ressortir, le transmettre et en parler. Le thème de la prochaine édition du concours sera l'histoire de la Guyane depuis 1946. Et le président de la CTG l'a annoncé, les gagnants remporteront un voyage d'1 semaine sur l'île de Gorée au Sénégal, l'un des lieux symboliques de la mémoire de l'esclavage. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la gendarmerie de Petit-Pérou aux Abîmes, de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté.